Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera ce soir de l'endométriose, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 29 février 2024 et la loi sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone a été adoptée en première lecture par l'Assemblée. Une victoire pour les élus locaux qui restent véillatifs quant au passage du texte au Sénat. Et on débute avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Et vu que la tendance des cotations des 15 premiers jours de février était à la hausse, eh bien nous avons droit à une augmentation. Le super son plan prend 4 centimes et coûtera 1,78 €. Pour le diesel, c'est 11 centimes de plus, soit 1,76 € le litre. Augmentation aussi pour la bouteille de gaz qui passe à 22,31 €, soit 36 centimes de plus qu'en février. On rappelle que la préfecture fixe un prix maximal de vente, ce qui induit que les stations peuvent faire jouer la concurrence si elles le souhaitent. Une maladie rare est une affection qui touche un nombre restreint de personnes avec un seuil fixé en Europe à moins d'un cas sur 2000. Plus de 6200 maladies rares sont cliniquement définies et concernent 3 millions de personnes sur le territoire national. Des pathologies peu connues, ce qui complique les diagnostics, recensements et autres élaborations de traitements pour les patients. Alors pour avancer, les professionnels de santé de Guadeloupe organisaient le deuxième colloque sur les maladies rares et orphelines, dont 80% sont d'origine génétique. Regardez. En Guadeloupe, on n'a pas de chiffres précis sur les maladies rares. Une maladie rare, c'est une définition statistique. Ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 2000 dans la population qui est concernée par cette maladie. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les maladies rares, il y en a beaucoup. Il y en a environ 7000. Et lorsqu'on ajoute tous les patients qui sont atteints d'une maladie rare, en France, on atteint le chiffre de 3 millions de personnes. Donc les maladies rares prises toutes ensemble, elles ne sont pas rares. Nous n'avons pas de chiffres exacts pour le moment, mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a des tas de personnes qui sont porteurs de cette maladie, mais qui ne sont pas diagnostiquées. Mais parmi ceux qui sont diagnostiqués, le professeur Jocelyn Inamo, de même que Rémi Bélance, ces gens qui travaillent au niveau d'un centre de référence qui se trouve au CHU de la Martinique, en relation avec le CHBT et également le CHU de Fort-de-France, nous disent que chaque année, il est détecté à peu près une cinquantaine de personnes qui sont porteurs de cette maladie rare, qui est l'amylose. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Donc de fait, on s'attend à ce que la distribution des maladies rares en Guadeloupe peut être différente de celle qu'on va rencontrer en l'Hexagone. Cependant, il faut qu'on travaille encore à mieux les recenser sur notre territoire pour qu'on connaisse mieux quelles sont les maladies qui sont peut-être plus présentes, plus fréquentes dans notre population et pour qu'on puisse aussi mieux y répondre. C'est une maladie rare qui se caractérise par le fait que l'organisme produit une protéine qu'elle n'arrive pas à éliminer. Et cette protéine qu'elle ne peut pas éliminer va s'installer sur un certain nombre de parties du corps et soit les atrophies, soit ça entraîne un dysfonctionnement. Voilà, donc ce qui fait que c'est une maladie rare, invalidante et assez grave, somme toute. Donc nous avons monté cette association qui s'appelle Acacia au niveau de la Guadeloupe, mais au niveau également des autres territoires de la Caraïbe, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et également vers Sainte-Lucie et Dominique où nous allons travailler avec les médecins, puisqu'on a détecté des personnes qui sont porteurs de cette maladie au niveau des petites Antilles. Il va falloir qu'on agisse sur tous les niveaux du parcours de soins. Il y a un effort qui est porté au niveau national sur le dépistage néonatal. Jusqu'à récemment, il y avait 5 maladies qui étaient dépistées chez le bébé à la naissance et maintenant on est monté à 13 maladies. Donc ça veut dire que déjà on va pouvoir s'améliorer sur ce versant-là. Ensuite, on travaille, et c'est la mission aussi que porte la plateforme Maladies Rares, ça va être de sensibiliser les professionnels pour qu'on se coordonne mieux pour amener des diagnostics précoces. Et qui dit diagnostic dit déjà une
possibilité d'agir sur les parcours de soins. Dans les maladies rares, il y a vraiment eu un travail qui a été porté initialement par les patients et qui a été repris par le gouvernement, et l'offre de soins des maladies rares, elle est structurée. Il y a des centres qui sont labellisés et porteurs d'une véritable expertise pour la prise en charge des patients. Notre rôle à la plateforme, justement, c'est de faciliter le parcours des patients lorsqu'ils arrivent à nous, de pouvoir les orienter directement vers la meilleure filière de soins possible. On n'a pas toutes les spécialités représentées en Guadeloupe, mais on a la possibilité au niveau de la plateforme de mettre en place des partenariats avec la Martinique, mais aussi avec les centres de référence Hexagone. Et afin de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, une caravane sillonne la France et les territoires ultramarins. Elle a fait une halte à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre pour une journée d'échange avec les acteurs de la protection de l'enfance. L'objectif est clair, mieux prévenir, protéger et réparer. Regardez. L'idée de la caravane, en fait, c'est de passer dans 45 villes, d'accord, donc 10 dans les Outre-mer, et de faire en fait de ce sujet un sujet de démocratie participative et de réparation collective, de voir quelles solutions est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui existe sur le territoire aussi, pour qu'on soit en capacité de formuler collectivement des préconisations. Il y a peut-être des choses qui sont spécifiques à la Guadeloupe, et ça on le verra aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est que les gens participent et qu'on se dise on peut toutes et tous agir pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une première pour nous, puisqu'on accompagne la caravane Move Enfants de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est un instant très important parce que cela permet une réparation collective, cela permet de réfléchir ensemble à des pistes pour pouvoir mieux prévenir, mieux protéger et mieux réparer. Et donc c'est une mise en réseau des acteurs sur du transversal avec l'éducation, la police, la protection de l'enfance, la santé et tous les domaines avec des témoignages de personnes victimes dans leur enfance. Et ça nous permet en fait de trouver des pistes ensemble pour avancer et mieux protéger ces enfants. C'est un sujet tabou, mais je pense que de plus en plus les gens en parlent. En fait, c'est là que c'est compliqué en réalité. C'est-à-dire que c'est un demi-tabou parce que les enfants parlent et on n'est pas capable de les protéger. Donc nous, il faut qu'on soit adultes en capacité d'impulser une culture de la protection des enfants. Et c'est un peu l'enjeu aussi de cette caravane. Et une des solutions déjà, c'est d'être ensemble aujourd'hui, c'est d'être rassemblés, de pouvoir échanger, voir qu'est-ce qui peut faire levier et qu'est-ce qui au contraire fait obstacle à l'heure actuelle. Parce que vous savez qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année pour seulement 3% des agresseurs condamnés et 1% seulement en cas d'inceste. Donc tout reste à faire. On est sur les préconisations de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et on essaie de faire vivre ces préconisations sur chaque territoire dans lesquels on se rend. Il y a des pistes, si vous voulez. Ce sont les 3 thèmes qui sont mis l'après-midi. Prévenir, protéger, réparer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de prévention, on sait qu'on a besoin de protection au sens aussi de dispositifs, etc., de soins. On a besoin aussi d'un système du judiciaire qui fonctionne. Enfin, les pistes, on les connaît. Il y a les 82 préconisations de la CIVIS, donc de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et l'idée derrière, c'est effectivement de voir comment est-ce que ça peut prendre sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on est venu dire aujourd'hui. C'est ce qui me semble essentiel, de rencontrer en fait d'un côté des survivantes et des survivants, d'ailleurs 2 survivantes qui vont prendre la parole aujourd'hui, et d'avoir aussi des experts qui répondent aussi par rapport à ça. Ah oui, il y a des violences sexuelles faites aux enfants absolument dans chaque territoire. Il y a effectivement une logique universelle et puis ensuite des spécificités locales, et c'est ce que mettent en avant, que ce soit le collectif CID ou la caravane Move Enfants, c'est de venir sur chaque territoire pour pouvoir en parler justement et voir qu'est-ce qui est commun à chaque territoire et qu'est-ce qui éventuellement aussi peut être parfois spécifique. Et on part maintenant pour l'avant-première du film documentaire 44 jours, réalisé par Martine Deloumeau. Il retrace la période de tension sociale que nous avons vécue en 2009. En Hexagone au moment des faits, elle a eu l'association d'être passée à côté d'un événement majeur dont elle a voulu comprendre les tenants et aboutissants. Un legs pour les générations futures qui pourront aussi avoir un aperçu de ce qui est certainement le plus grand mouvement de contestation ici en Guadeloupe. Regardez. Nous ne pas engager en combat pour des héros, nous engager en combat pour transformer la société Guadeloupe, pour construire en notre Guadeloupe. Et pour nous arriver là, il faut nous commencer par gagner le combat là ça. C'est derrière coup qui dit où, c'est derrière combat qui dit combat, mais en secret, qu'il y a un peuple Guadeloupe qui sortit là, lever tête et avait la dignité qui a passé en disant comme nous. J'ai eu envie de faire ce film parce que quand on commence à faire un film documentaire, ça part d'une émotion, d'une interrogation. Et c'est vrai que moi j'ai eu la sensation, en étant en France, d'être un peu passée à côté. Donc déjà, je trouve que pour les jeunes qui vont regarder ce film, qui n'ont pas vécu 2009, ils vont être un peu dans le même état que moi j'étais.
C'est-à-dire, tiens, on ne m'a pas complètement raconté l'histoire. Après, s'ils ont envie de creuser, de continuer à savoir quelles étaient précisément les revendications, ils vont pouvoir le faire. Mais ce qui compte, c'est que ça soit un support de réflexion. C'est vrai que on s'aperçoit de la puissance de la Guadeloupe à travers ce film. On sait que la Guadeloupe ne ressemble à rien, à aucune autre île. On voit cette puissance. On demande aujourd'hui, c'est qu'on examine ces 126 points et qu'on apporte des solutions aux Guadeloupéens qui souffrent. Monsieur le Président du MEDEF à nouveau et ensuite Monsieur Domota. Moi, j'ai envie de continuer à explorer la société guadeloupéenne. Donc, dans ma tête, je pense évidemment à des films. Continuer à faire un film. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur les événements de 2009. Donc, je ne vais pas continuer. Par contre, quelqu'un d'autre, au contraire, je trouve que ça, c'est intéressant. Que quelqu'un d'autre continue, qu'il soit né en France ou né ici. Ça, c'est intéressant aussi. Qu'on croise et que chacun apporte son regard et sa pierre à cet événement quand même historique dans l'histoire, pas seulement guadeloupéenne, mais dans l'histoire française, quoi. C'est ça c'est un des plus longs mouvements, 44 jours, c'est le plus grand mouvement social qui est le plus long qui ait eu en France. Et ça, c'est important. Donc, c'est aussi de dire, voilà, ce mouvement, il appartient aussi à une histoire nationale et pas que guadeloupéenne. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension universelle de ce mouvement. Et je reçois sur ce plateau Martine Delumeau, réalisatrice du documentaire 44 jours. Elle est en compagnie de Rebecca Houssel, la productrice du documentaire. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Alors Martine Delumeau, on a eu l'occasion de se croiser il y a plusieurs années de cela, quand vous étiez passée à Canal 10 Télévision pour justement regarder ces fameuses images du LKP et des 44 jours ici en Guadeloupe. Vous avez mis du temps, vous avez mis le temps qu'il fallait finalement pour pouvoir faire ce documentaire. Il a fallu du temps parce que c'est pas un film qui est évident. C'est pas simplement l'histoire des 44 jours. C'est aussi comment j'ai regardé les images tournées par les Guadeloupéens. C'est vraiment ça qui m'intéressait, quelle que soit la source, et de trouver une manière de faire un récit qui est avec une ligne temporelle autour des 44 jours et en même temps une ligne temporelle qui se passe aujourd'hui quand je reviens ici interroger ma famille, mes cousins et mes cousines autour de cet événement, interroger les traces de cet événement et comprendre en venant ici aujourd'hui les traces de ce mouvement. Et est-ce que vous pensez que justement que les traces de ce mouvement se sont déjà bien estompées finalement ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, quand j'étais en tournage, j'avais pas l'impression. Je pense que je ne peux parler que pour ma famille. Il reste évidemment des traces. Il reste une émotion, en tout cas. Mais l'émotion, à un moment donné, de s'être, insurger contre des injustices et vouloir remettre à l'endroit un système qui, par moments, ne marche pas toujours très droit, quoi, et un peu à l'envers. Donc, oui, il y a encore évidemment des traces en Guadeloupe, évidemment, de cet événement. C'est pas rien. Alors ça aussi, ça retrace un peu votre vision. On voit un petit peu justement ces 44 jours à travers votre prisme. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous étiez justement en Hexagone et que vous voyez ces dizaines de milliers de Guadeloupéens qui manifestaient dans les rues ? Alors moi, en 2009, il faut savoir qu'en France, c'est 10 jours après le début du mouvement qu'on a commencé à parler du mouvement en France, et que donc on parlait surtout des 200 € de la Corbeano, voilà, et qui ont débouché sur la Corbeano après. Mais je me souviens d'une émission qui s'appelle, je sais plus, avec Frédéric Tadei, enfin en tout cas une émission de débat, et où je voyais un certain nombre de penseurs guadeloupéens réfléchir à ce qui était en train de se passer là. Et j'aimais cette parole, j'aimais cette
cette manière de parler avec des anaphores, des hyperboles, des métaphores qu'on retrouve dans le créole aussi et dans les débats qui ont été filmés pendant les événements. Donc, je ne me rappelle plus de la question. C'était ce qui vous avait marqué finalement. Ah oui, ah ben voilà, c'était ça, c'est cette parole, pardon. C'est cette masse, en fait, c'est le nombre de personnes dans la rue, quoi. Et j'ai une image qui me vient en tête, qui n'est pas dans le film, qui aurait pu être dans le film et qu'on n'a pas trouvé sa place, mais c'est un plan en plongée sur la foule qui s'écarte petit à petit pour laisser passer les membres du LKP. Et ça, c'est une image à la fois qui raconte une puissance et qui a quelque chose de presque christique, en fait. Voilà, ça m'a marqué comme image. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui se passe à la tribune, tout ce qui se passe pendant les meetings, pendant les veillées, j'ai envie de dire, le soir ou la journée, quoi. Et donc ça, c'est quand même... c'est des phrases et des mots très très forts, quoi, où on convoque... les ancêtres, on convoque la nature, la terre, dans des strates de plus en plus profondes de la Guadeloupe, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il y a eu aussi un autre rendez-vous qui était très important, c'est cette fameuse réunion au WTC où toutes les parties prenantes étaient présentes. Il y a d'ailleurs des extraits qui ont été diffusés dans le documentaire. Comment avez-vous appréhendé, puisque vous avez visionné toutes ces images, comment vous l'avez appréhendé ? On est parti et on en a discuté beaucoup avec ma monteuse, Mathilde Grosjean, mais aussi avec mes deux productrices, Camille Lemley et Rebecca Ouzel, de partir vraiment sur quelque chose. Bien sûr qu'il fallait raconter l'histoire des événements, mais à travers aussi ce qui pouvait me toucher et qui pouvait résonner en moi, et à la fois avec ce que j'avais pu lire auparavant, pas uniquement sur les événements de 2009, mais dans une littérature beaucoup plus grande sur d'autres événements, sur d'autres mouvements de population qui luttent contre des injustices. Donc, ce qui me marquait, c'était, enfin, ce qu'il fallait trouver, c'était un peu ces images qui à la fois racontent ça et qui résonnent aussi avec ce que j'ai pu lire, ce que je sais et ce que je connais de la Guadeloupe, quoi. Alors, produire un documentaire, c'est long, c'est fastidieux, ça demande aussi des moyens, et vous avez été donc suivi par Madame Ouzel. Pourquoi avoir accepté d'accompagner Madame Delumeau sur la production de ce documentaire ? Quand Martine est venue nous voir, Camille Lemley et moi-même, puisqu'on l'a produit à deux, en fait, moi, je crois que ce qui m'a décidé, c'est souvent comme ça que je m'engage dans des films, c'est que j'ai ressenti chez Martine vraiment une nécessité très forte, en fait, à faire ce film. Donc il y avait l'histoire de ce mouvement, qui est un mouvement, moi j'en avais entendu parler, ça m'intéressait un tel mouvement, et je savais que l'île avait été paralysée, mais en fait je me rends compte que j'en savais très très peu, et c'est vrai qu'il y avait une puissance. On a vu un peu des images, à la fois des images de la foule, à la fois les images des négociations. Quand on a vu, quand Martine a partagé avec nous ces images, on a trouvé que c'était extraordinaire comme document. Et en même temps, ce qui m'intéresse, moi, dans les films que je produis, c'est toujours un peu la question du point de vue, en fait. Et donc, c'est ça aussi auquel faisait référence Martine, c'est que elle avait, en fait, à travers de ce mouvement, et c'est ce qui fait l'originalité de ce film, elle renforçait un lien et elle découvrait aussi l'île de la Guadeloupe, dont elle est originaire, et elle allait ensuite, mais ça c'était pas dès le départ, rencontrer des personnes de sa famille qui allaient lui parler de ce que ça avait justement laissé comme trace ce mouvement. Et donc voilà, moi c'est tout ça qui m'a intéressée, c'est que c'est à la fois un point de vue très singulier et à la fois que je sentais que pour Martine il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très profond et de très nécessaire pour elle à réaliser ce film. Et pour vous, ce film, c'est aussi une traduction donc de ce qu'est le Guadeloupéen, de la culture guadeloupéenne, et une opportunité finalement de découvrir ce que nous sommes vraiment. Puisque comme vous le dites, vous aviez un œil extérieur
aux événements sociaux de 2009, qui étaient probablement très incomplets. On a les médias qui nous donnent certaines informations, mais se plonger finalement dans une réalité, c'est ça l'essentiel? Oui, moi je pense que c'est essentiel, mais à la fois parce que je pense que ce qui marche, c'est aussi qu'on sent le regard de Martine. Bon, elle est un personnage du film aussi, assez discret. Mais parce qu'elle a été touchée dans son affect. Hein, voilà. On a vu les images, exactement. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il fallait mettre en scène. C'est que c'est vrai que Martine, elle a découvert ces images et elle les visionnait un peu en boucle. Elle s'est nourrie de cette énergie, de cette puissance. Et c'est à travers ça qu'elle a cherché à appréhender aussi un peuple, une île, etc. Je sais que quand on a montré le film à Paris, il y a des gens qui ont réagi en disant « J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce qu'est la Guadeloupe vraiment de l'intérieur, quoi. » Et hier, quand le film a été montré au Lamentin, de la même manière, je pense que ce qui a touché les gens, c'était justement qu'ils revisitaient ce mouvement, mais à travers son regard à elle. Et du coup, c'était une façon, c'était une médiation en fait, mais qui était très importante et qui fait qu'ils ont été vraiment touchés. Bon, aussi parce que c'est un mouvement qui reste dans les mémoires, qui a beaucoup marqué tout le monde. Mais voilà, c'était très émouvant hier de ressentir ça. Et vous venez de poser donc une première pierre à l'édifice et vous pensez qu'il faut qu'il y ait d'autres travaux qui aillent en ce sens? Sur les événements de 2009, d'autres visions de oui, 44 jours. bien sûr, il y a matière. Hein, on pourrait faire un film uniquement avec les images d'archives des négociations, par exemple, qui ont été filmées en direct. Je dirais pas que c'est comme une pièce de théâtre, mais il se joue quelque chose là, avec une grande dramaturgie. Quoi. Mais il y a une énorme tension pendant ces 8 heures de direct. Absolument. C'est quand même un programme... incroyable, oui, faut le dire. C'est assez rare. C'est exceptionnel. Donc oui, bien sûr, chacun peut prendre ces images-là d'archives, justement, et puis les travailler, les malaxer pour en faire un autre film avec un autre regard, quoi. Ça, c'est intéressant, c'est riche, ça nourrit. Alors, le film a été présenté donc en Hexagone, il a été présenté ici en Guadeloupe, et pour la suite, parce qu'il faut que le monde entier le voit maintenant. Oui, alors c'est un film qui va déjà être diffusé sur Canal 10. Il va être également diffusé sur TV5 Monde et sur le site Mediapart. Et après, il y a une séance spéciale qui est prévue dans le cadre du Cinéma du Réel à Paris, au Centre Beaubourg, le 24 mars. Et puis, on va voir aussi la vie qu'il peut avoir en festival et peut-être dans des projections. Je pense que c'est vraiment un film qui peut être matière à débat et qui peut intéresser beaucoup de monde. Donc on va voir la vie qu'il peut avoir en dehors de ces diffusions qui sont d'ores et déjà prévues. Et le mot de la fin pour Madame Delumeau? C'était très fort et très émouvant de montrer ce film hier à la médiathèque du Lamentin. C'était vraiment... je m'y attendais pas en fait à ce que ça provoque autant d'émotions. Mais c'était magnifique de partager ça avec toutes les personnes qui étaient là, tout comme c'était beau aussi de voir ses yeux un peu écarquillés et surpris à Paris, de se dire voilà, on est rentré dans une intimité quoi, guadeloupéenne, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir et du travail que vous avez réalisé justement pour ce documentaire donc intitulé 44 jours et qui sera diffusé le 10 mars prochain en tout cas sur Canal 10 Télévision. Merci encore. Merci. Et parlons maintenant de l'ambassadeur du Royaume-Uni en France qui est de passage ici en Guadeloupe. L'occasion de rendre visite à la communauté britannique présente sur l'archipel et de mieux connaître justement notre culture. Regardez. La première visite d'un ambassadeur adjoint du Royaume-Uni à Martinique et Guadeloupe depuis 28 ans. Les objectifs de cette visite, c'est... il y en a plusieurs en fait. C'est tout d'abord de mieux connaître en fait la diversité et la culture de Martinique et Guadeloupe, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir mieux connaître ces îles.
Deuxièmement, on a bien sûr des ressortissants britanniques qui habitent, qui résident en Martinique et en Guadeloupe. On a un consul honoraire ici à Guadeloupe qui était en place en représentant le Royaume-Uni depuis 26 ans. Donc, je voulais venir le remercier pour tout ce qu'il a fait pendant ces années. Et il existe toujours des questions importantes afin de soutenir nos ressortissants qui résident ici mais qui voyagent, qui sont des touristes, notamment de faire des préparations en amont des catastrophes naturelles, des ouragans, la gestion de crise. On a eu des discussions très importantes avec monsieur le préfet et son équipe et les autres acteurs clés sur ces points. Et troisièmement, il y a de la coopération très importante entre la France et le Royaume-Uni dans cette région, notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. On travaille très étroitement avec les services de l'État ici, en Guadeloupe, à Martinique et avec d'autres pays dans la région. Il y a un navire britannique qui est basé qui est stationné dans la région, HMS Trent, qui était en Martinique il y a quelques jours, qui fait partie de ces efforts. Nous travaillons tous ensemble dans cette lutte parce que ça dépasse les frontières, la lutte contre le trafic des drogues. Et pour la gestion des crises aussi, parce que il y a quelques années, comme vous le savez, une éruption à Montserrat, qui est un territoire outre-mer britannique. Et ici en Guadeloupe, l'aide que vous avez pu nous apporter, c'était très important. On n'a pas le nombre exact, mais on pense qu'il y a environ une centaine de ressortissants britanniques qui résident ici. Ce n'est pas un grand nombre, mais pour nous, c'est important de pouvoir soutenir nos ressortissants partout dans le monde. Ça fait partie de notre travail consulaire. Et c'est la raison pour laquelle on a un consul honoraire ici à Guadeloupe. La ville de Pointe-à-Pitre, elle, inaugure une nouvelle résidence en face du Memorial Act. Près de 60 logements sociaux en accession libre qui offrent des vues magnifiques sur le port. C'est sans compter la proximité de l'ensemble de verdure du Morne-Mémoire. De quoi oublier l'image de ce quartier, certes difficile, mais toujours rempli de charme, n'est-ce pas? Le reportage. Eh bien, à côté du MACT, il y a une belle zone, un beau terre-plein face à la mer. Et Pointe-à-Pitre aspire aujourd'hui à avoir une offre de logement qui ne soit pas limitée au social. Nous avons besoin d'être plus nombreux à Pointe-à-Pitre à pouvoir payer moins d'impôts. Et pour que ça puisse se faire, pour que la Pointe-à-Pitre ait le dynamisme que nous voulons instaurer, il faut que nous puissions avoir des acteurs économiques, des résidents, des habitants qui cherchent à habiter pas loin de la mer, qui cherchent un certain confort. Et je pense que ce projet qui se concrétise offre cette alternative à Pointe-à-Pitre. L'aboutissement de cette aventure, c'est toujours un moment de satisfaction, surtout que quand on livre à peu près plus de 60 logements avec des clients qui sont satisfaits du produit qu'ils ont acheté, investi. On a une partie libre, d'accession libre, des gens qui ont décidé d'investir dans un logement, soit pour y habiter, soit pour mettre en location. Et puis on a du logement social. Donc on a une vraie mixité dans l'opération. Et donc ça, c'est une réussite. Et qui plus est, en face, déjà dans un quartier qui est quand même difficile, mais ça s'est bien passé. Et puis des logements qui ont des vues extraordinaires, puisque dominant le port. Et je crois que tout le monde est très satisfait de l'investissement qui a été réalisé. J'aime beaucoup ce quartier. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir cette organisation de logement en VFA, nous avons tout de suite répondu favorablement, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une mixité sociale. Vous avez des logements libres à la vente par ICAD, et vous avez des logements par nous, donc SICOA, qui seront en location, logement intermédiaire. Je pense que c'est une bonne initiative pour la ville de Pointe-à-Pitre d'avoir construit ces nouveaux immeubles-là, justement. C'est des immeubles qui sont plus dans la modernité de cette année 2024. Ce bâtiment se veut avant tout un bâtiment urbain, donc une insertion dans un tissu urbain existant,
avec un avantage de site exceptionnel, avec une vue sur mer exceptionnelle et adossé à un morne végétalisé. Donc on ne pouvait pas rêver mieux comme site pour pouvoir créer un projet en pleine ville. Et avant de se quitter, on fait un petit saut au Salon de l'Agriculture, où le village de Guadeloupe a bien évidemment connu un franc succès, c'est évident. Une nouvelle démonstration du savoir-faire de nos producteurs, qui ont quand même raflé pas mal de prix. Une joie pour le président de région Harry Chalus, qui était en compagnie de la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, cette fois-ci. Regardez. C'est le travail réalisé par la Chambre d'agriculture en collaboration avec la région depuis des années. Il fallait que cette année, nous puissions innover, aller plus loin, augmenter la surface pour les exposants, augmenter le nombre d'exposants, mais surtout, avec la Chambre d'agriculture, faire venir le nouveau modèle économique au Salon de l'agriculture, montrer un peu le savoir-faire guadeloupéen. Et nous avons eu plusieurs jeunes qui sont venus ici, notamment la jeune Nawel, qui a remporté le concours à Green Startup en Guadeloupe et a remporté le concours au niveau national. Donc c'est une fierté pour nous. Nous avons d'autres jeunes qui sont venus montrer un peu leur savoir-faire et surtout les jeunes du lycée agricole que nous avons voulu venir au Salon de l'agriculture, travailler avec des éleveurs professionnels et voir un peu les yeux de ces jeunes, ça me fait plaisir. Quand on parle de jeunesse, c'est cela, montrer qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à l'agriculture. C'est un métier assez difficile, mais qui s'engage avec l'espoir que de notre côté, nous élus, la Chambre d'agriculture, nous mettrons les moyens pour que ces jeunes, demain, puissent être des agriculteurs aguerris. Nous travaillons sur tous les secteurs. C'est pas facile, car nous sommes quand même une région de 384 000 habitants, avec un budget en fonction du nombre d'habitants. Mais nous nous donnons les moyens de pouvoir accompagner nos agriculteurs, les aider, mettre en place des formations. Donc aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous, pour nos exposants aussi qui se trouvent ici. Nous avons eu plusieurs prix, 10 médailles d'or, la vanille, la maison fumée. Donc voilà, c'est une belle satisfaction. Et ce qui est important, c'est de voir comment les Guadeloupéens qui viennent sur notre stand sont vraiment satisfaits et contents. Eh ben, je retiens de ce salon à la fois du savoir-faire, de l'excellence de l'agriculture ultramarine et aussi la volonté de vouloir se diversifier, des produits qui méritent d'être connus, en hexagone, plus encore, mais au-delà, avec des vraies filières d'export possibles et des filières qui sont capables aussi de créer de l'emploi pour nos outre-mer. Donc merci à tous les exploitants agricoles et aux filières pour leur accueil, ainsi qu'aux collectivités locales qui m'ont accueilli sur leur stand. Il restera à trouver un accord avec les planteurs de canne pour le démarrage de la campagne sucrière 2024. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas qu'effectivement, la loi de reconnaissance sur la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone a été adoptée en première lecture par l'Assemblée. Une victoire pour nos élus locaux qui restent véillatifs quant au passage du texte au Sénat. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous tout le monde.